Chers amis, eh bien, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation du paddle en JavaScript Vanilla. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la réalisation de la matrice de blocs. En effet, il faut sur ce jeu déposer en ligne et en colonne, donc une matrice de différents blocs de différentes couleurs. Donc en gros, on voudrait avoir le résultat qui est devant vous. La question qui se pose, c'est comment en JavaScript fait-on un tableau à 2, voire 3, voire n dimensions? Eh bien, c'est le propos de cette petite introduction. Donc imaginons qu'on doive réaliser une matrice de blocs comportant 4 lignes, donc notez ici ρ 0 jusqu'à ρ 3, donc 4 lignes, et chaque ligne comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes de blocs. On va répartir les blocs par couleur. Donc première ligne, par exemple des blocs jaunes, puis des rouges, puis des verts, puis des bleus. Donc on a une matrice qui contient 4 lignes, notées R0, ρ 0 jusqu'à ρ 3, et il possède 6 colonnes, notées de col 0 jusqu'à col 5. N'oubliez pas qu'en JavaScript, comme dans beaucoup de langages, les tableaux commencent à l'indice 0. Alors en JavaScript, pour réaliser un tableau, c'est très simple, vous faites bloc, alors ce qu'on appelle le tableau blocks. Donc habituellement, ce qu'on fait, on met au pluriel le contenu du tableau. Donc le tableau va contenir des blocs, et donc on appelle blocks le contenu. Donc en JavaScript, pour faire un tableau, c'est très simple, vous faites blocks égale, vous mettez entre crochets un tableau vide. Donc vous avez créé un tableau. Quand on veut créer un tableau avec une dimension donnée au départ, il y a une deuxième méthode qui consiste à dire blocks égale new array, donc c'est un nouveau tableau, et vous lui spécifiez en argument le nombre de contenants de ce tableau. D'accord, donc à l'origine, il vous met des adresses nulles. Donc imaginons ici qu'on veut créer un tableau qui comporte les fameuses 4 rangées, donc les 4 lignes. On va faire blocks égale new array et on le stipule en argument le nombre de lignes. Donc globalement, en mémoire, si vous voulez, donc on va avoir une sorte de bloc. Alors, ce que je fais, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pour avoir une représentation visuelle de ce qu'on a. Donc on a un tableau et on a dans ce tableau un contenu, d'accord? Et le contenu, c'est 4 cases mémoire représenté ici par un indice, donc 0, 1, 2, 3, représentant chaque ligne. Et bien l'idée, c'est que maintenant, à chaque ligne, on va lui ajouter un tableau. Donc on va faire des tableaux dans les tableaux. C'est ce qui complique un peu les choses en JavaScript et en langage script en général. Donc là, ce qu'on va faire, on va parcourir ce tableau. Donc on va parcourir de la ligne 0 à la ligne numéro 3. Et à chaque ligne, on va y ajouter un nouveau tableau qui correspond aux nouveaux colonnes. C'est ce qu'on va faire juste après. Donc on va faire une boucle, tout simplement. On fait un for, let i, donc je prends i égale à 0, plus petit que nombre de lignes, donc ici de 0 à 3, parce qu'il y a 4 lignes, et i++, donc j'incrémente ma variable interne light i, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, à chaque position de mon tableau à l'indice i, je lui rajoute un nouveau tableau qui contient maintenant le nombre de colonnes. Donc on refait, donc pour chaque i allant de 0 au nombre de lignes entières, d'accord, exclu, parce que c'est inférieur ou égal, i++. Donc maintenant, à chaque ligne, je vais lui ajouter un nouveau tableau. Je fais new, array, et je stipule en argument le nombre de colonnes que contient ce tableau. Donc je fais un tableau dans des tableaux. D'accord? Donc globalement, en mémoire, ce qu'on va avoir, on va avoir un tableau, donc ici, un petit crochet, et à chaque rangée, donc à la rangée 0, je vais y mettre aussi un tableau. Et ce tableau contient combien? Il contient 6 éléments, qui seront ensuite quoi? Eh bien des blocs. Donc j'aurai un tableau en la rangée numéro 1, 0, un tableau en rangée numéro 1, un tableau en rangée numéro 2, un tableau en rangée numéro 3. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. On fait des tableaux multidimensionnels en mettant des tableaux dans des tableaux. Pour accéder maintenant au bloc, comment fait-on? C'est très simple. Vous allez passer 2 arguments entre crochets. Le premier argument, c'est l'indice des lignes. Donc on va de 0 jusqu'au nombre de lignes, donc de 0 à 3. Et en second paramètre dans un crochet, vous mettrez l'indice des colonnes. Donc en premier indice, on va de 0 à 3 parce que ce sont les lignes. Et en dernier indice, ce seront les colonnes. Donc si on veut accéder... Attends, je relance la chose. Donc pour accéder, par exemple, je sais pas, à ce bloc qui est ici, je ferai indice 0, col 1. Si je veux accéder à ce bloc ici, je ferai indice en row, en ligne 2, colonne 4. Vous avez compris? Donc vous voyez, c'est très simple. C'est une petite astuce en JavaScript pour créer des tableaux en 2, 3 ou n dimensions. Maintenant, il faut créer et les blocs et les matrices de blocs. Et bien maintenant, ouvrons notre Visual Studio Code pour créer et le bloc
qui correspond donc à l'objet bloc proprement dit, et à l'objet matrice qui contient les différents blocs. Donc je crée un fichier qui s'appelle bloc.js, et quels sont les imports nécessaires? Donc là, théoriquement, vu votre intelligence qui est grande et infinie, vous êtes capable de savoir ce qu'il faut y mettre. Il faut y mettre quoi? 1, on aura besoin d'images. 2, on aura besoin de l'objet entité, parce que les blocs, on aura des collisions. Donc il serait plus simple de gérer les collisions en utilisant l'objet entity que possède la bibliothèque EasyLib. De fait, en import, j'ai besoin de GAssetManager, c'est ce que je fais ici. Il se situe par le fichier main.js, et j'ai besoin également de entity qui est disponible dans easylib.js. Donc les deux imports, les voici. Ce fameux bloc, évidemment, je vais créer une classe que je vais exporter, parce que j'en aurai besoin quand je créerai la matrice de bloc. Donc je fais un export, je crée une classe, je vais l'appeler bloc avec un grand B, et il est stand, bien sûr, il hérite de entité pour les fameuses collisions. Et maintenant, le constructeur, quel est-il? Eh bien, le bloc, quand on va le construire, quand on va le positionner, il faudra lui stipuler la position en X, la position Y et le type. Est-ce que c'est un bloc de type bleu, green, yellow, red, rouge, etc. Donc on va lui passer dans l'argument constructeur le type de bloc qu'on désire. On va pas faire un bloc pour les... on va pas faire un... On va pas créer une classe pour les blocs bleus, une classe pour les blocs rouges, etc. Ce qui va différencier les blocs de couleur, c'est justement la couleur. Donc on va passer la couleur, si vous préférez, dans le type. Est-ce que c'est un bloc de type bleu, vert, jaune ou rouge? Donc le constructeur, on lui passera la position, donc le coin en haut à gauche, en X, en Y, et le type de bloc qu'on désire. On va recevoir ce type. Donc je vais construire la classe héritée, donc entité, en fonction de ce fameux type. Donc un petit switch case de ces switch case. Donc en fonction du type que je reçois, il peut être soit de bloc type blue, voici le premier cas, ou un bloc type green, qui est donc un vert, ou un yellow, ou un red. Donc je reçois un argument, le bloc type blue, ou green, ou yellow, ou red. Et bien maintenant je vais construire avec l'image appropriée le fameux bloc. Comment faire? Imaginons qu'on a un bloc blue. Donc on a passé dans le type bloc underscore blue. Je veux donc un bloc de type bleu. Donc je vais faire un constructeur entité, donc super. Je lui passe la position X que je reçois, la position Y que je reçois, et je vais lui placer l'image que j'ai mémorisée au préalable dans le Asset Manager. Je fais getImage et prends-moi l'image du bloc bleu. De même, je vais faire la même chose pour le bloc vert, pour le bloc jaune et pour le bloc rouge. Ainsi, en sortant du constructeur, votre bloc aura la bonne couleur. Tout simplement. Alors maintenant, quels sont les états nécessaires du bloc? Eh bien, le bloc, si on réfléchit bien, on a deux états. Soit le bloc est visible, donc il n'a pas été touché par la balle, soit il a été touché et donc il est invisible. Donc il est on-off ou visible, invisible ou bien visible, touché. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai choisi d'avoir deux états. Premier état, il est visible, donc on le verra à l'écran. Et deuxième état, il est touché. Donc quand la balle est venue en contact avec ce bloc, de fait, il est maintenant passé dans un état de touché. Et on va réduire un tout petit peu le rectangle de collision des blocs pour éviter qu'il y ait une intersection entre plusieurs blocs juste dans le petit coin, en haut à gauche ou en bas à droite. Donc on va réduire un tout petit peu le rectangle de collision de 5 pixels en X et 5 pixels en Y. Donc c'est le propos de cette fonction. Donc 10.inflate, donc tous les objets entités possèdent ce fameux inflate. On va réduire un tout petit peu le rectangle de collision pour éviter que la balle, lorsqu'elle va toucher un rectangle, n'aille pas également toucher le deuxième rectangle, vu que c'est des bords, et que c'est des rectangles de collision, et que la balle est ronde. Donc on va réduire un tout petit peu le rectangle de collision pour éviter ce petit phénomène. Donc 5 pixels en X, 5 pixels en Y. D'accord? Ensuite, eh bien, les méthodes sont très simples. À un moment donné, il faudra dire au bloc qu'il a été touché. Donc on va changer son état. Donc j'aurais pu dans la fonction faire 10.state, etc. Mais il est plus simple de dire à la fonction directement bloc, ben, tu as été touché. Et lui, il va s'auto-gérer, il va dire que son état qui était visible passe en état touched. Donc c'est le propos de ma petite méthode touched. Touched, qu'est-ce qu'il fait? Il change l'état qui était à l'origine visible, à la construction du bloc, il est passé en état touched. Donc ça permet de changer l'état assez facilement. Et enfin, une méthode pour le rendre à l'écran, donc pour l'afficher à l'écran, une méthode render. On reçoit le contexte graphique dans le CTX. Si le bloc n'a pas été touché, donc il est visible, et bien s'il est visible, je l'affiche à l'écran. Comment? Super.render et je lui passe le contexte graphique. Et je vais également afficher
via le Super Render Debug, le rectangle de collision, voir si effectivement on a bien réduit les 5 pixels à gauche en X et les 5 pixels en Y. Donc vous voyez, c'est un objet très très simple. On résume la chose. J'ai besoin d'un port, donc j'aurai besoin d'importer le Asset Manager pour gérer les images des différents blocs. J'ai besoin d'entités. Pourquoi? Pour gérer la collision des uns et des autres, c'est plus simple parce que entité possède une fonction qui s'appelle collids. Donc je vais utiliser ce phénomène-ci, enfin, ces arguments-ci. Dans le constructeur, je vais avoir la position du bloc en X, en Y, et le type de bloc que je désire. Et je vais construire le bloc hérité, donc le entity, en fonction de ce paramètre type. Exemple, si type vaut green, donc bloc underscore green, je veux un bloc de type vert, et je dis maintenant, tu vas construire un entité, il est en X, il est en Y, on récupère l'image via l'asset manager du bloc green. Donc mettez bien sûr la bonne couleur avec la bonne étiquette, sinon ça ne marchera pas. En sortant de mon constructeur, de mon switch case ici, j'ai maintenant un bloc de couleur stipulée, donc rouge, jaune ou bleu. Et maintenant, on regarde les états. Donc moi, je ne vois que deux états, soit il est visible, soit il est touché. À l'origine, au départ, il est visible. On réduit un tout petit peu le rectangle de collision. Une petite fonction touchette pour changer juste l'état du bloc. Donc la balle va toucher le bloc va être passé en état de touched, et ensuite on affiche tout simplement le bloc à l'écran. Maintenant, il faut construire la matrice qui va posséder tous les blocs. Eh bien, créons un nouveau fichier, appelons matrice.js. Donc, on crée un fichier matrice.js. Cette matrice a besoin de quoi? Eh bien, des fameux blocs. Donc, on va importer dans matrice.js la classe qu'on a construite au préalable, qu'on récupère dans l'import entre curly braces, bloc, qui vient de bloc.js. Bien. Alors, le constructeur de la matrice. On va lui demander à la matrice de calculer automatiquement le nombre de colonnes qu'elle doit posséder en fonction de la taille d'un bloc et de la taille de la fenêtre. C'est ce qu'on fait. Donc en argument, dans le constructeur, on va lui passer la largeur de votre fenêtre de jeu. La matrice va ensuite être capable de calculer le nombre de colonnes dont elle a besoin. Comment? Alors tout d'abord, on va mémoriser dans block with block height, on va mémoriser les dimensions d'un bloc. Donc 50 pixels en largeur, 25 pixels en hauteur. Ça va simplifier les calculs précédents. Ensuite, je lui dis, maintenant dans call, donc call est une variable qui contient matrice, va faire mat.floor, donc floor garde la partie entière. Donc c'est la division avec des virgules, si vous préférez. Si c'est un résultat avec des floats, il va faire des entiers. Donc mat.floor ne garde que la partie entière, parce que colonne est un nombre entier, tout simplement. Alors comment calculer le nombre de colonnes? C'est hyper méga simple. Je reçois en argument la taille de ma fenêtre de jeu, donc la largeur de ma fenêtre de jeu. Je vais diviser par la largeur d'un bloc fois 2, parce qu'il y a un bloc, un vide, un bloc, un vide. Donc le vide, on va lui donner la même taille que le bloc en largeur. Donc je prends la taille de ma fenêtre en largeur, donc le fameux screen width, et divise par 2 fois la largeur d'un bloc. Et automatiquement, dans call, j'ai maintenant le nombre de colonnes. Donc en fonction de la taille de votre écran, il va auto-calculer, si vous préférez, le nombre de colonnes nécessaires. Donc je lui fixe par défaut 4 lignes. Donc je définis une variable row égale 4. J'ai besoin de positionner les blocs par rapport à Y. Donc là, je définis une petite variable interne. Donc j'aurai besoin plus tard. Je l'appelle PY, 50 pixels. Et qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien ce que j'avais fait dans la petite introduction à cette vidéo. Eh bien, je crée un tableau que j'appelle blocks avec un S, et je dis que c'est un nouveau tableau qui contient 4 lignes, parce que j'ai décidé que 10 rows égale 4. Donc je viens ici de construire mon tableau qui contient pour l'instant, mais il va contenir autre chose bientôt, il contient pour l'instant 4 cases mémoire, donc 4 lignes si vous préférez. Et qu'est-ce que je fais ici? Eh bien je vais créer la grille, tout simplement. Donc on reprend les grands. En constructeur, vous recevez la taille de votre fenêtre. Pourquoi la taille en largeur? Pour qu'il puisse calculer automatiquement le nombre de colonnes nécessaires. On mémorise la taille d'un bloc, si vous préférez, donc 50 pixels en largeur, 25 pixels en hauteur. Il va calculer le nombre de colonnes via mat.floor et garde la partie entière de la division. Laquelle division? Vous prenez la largeur de votre fenêtre et vous divisez par 2 fois la largeur d'un bloc. Parce qu'on a un bloc, un vide, un bloc, un vide. Et le vide, fait la même taille que le bloc en largeur. J'infixe ici 4 lignes, pas plus, pas moins, on peut en faire d'autres, s'il n'y a pas de souci avec ça. J'aurais besoin d'une petite variable pour positionner les lignes les unes par rapport aux autres, donc je mémorise ici PY égale 50 pixels pour les positionner en dessous des uns et des autres, et je crée ici mon tableau en faisant new array, on stipule le nombre de
de lignes, 4 lignes. Et je construis maintenant mon tableau via la méthode createGrid. Eh bien, allons voir que fait cette méthode createGrid. Oh, je pense que vous avez un peu l'idée de ce qu'elle fait. Eh bien, dans un tout premier temps, je parcours, c'est ce que je vais faire en introduction, dans un premier temps, je vais placer à chaque ligne un nouveau tableau qui contient le nombre de colonnes. Donc ce que je fais, je parcours i allant de 0 au nombre de lignes, i++, et à chaque tableau i, je lui associe un nouveau tableau en lui mettant le nombre de colonnes. C'est ce que je vous avais fait dans la petite introduction. Eh bien, en sortant de cette boucle-là, vous avez maintenant un tableau à 2 dimensions, il y aura des lignes et des colonnes. Nous allons construire la première ligne. Alors ce que j'ai fait, eh bien, j'ai créé une petite méthode qui va créer les lignes pour moi. Hein, je ne vais pas faire toutes les lignes ici dans ce code-là. J'ai créé une petite méthode qui crée une ligne, et après je vais appeler cette méthode autant de fois que je veux créer de lignes. Alors, que fait la méthode createRow? Alors, que fait ma fonction create? Ma fonction create a pour origine de créer les lignes. Donc, elle attend 3 paramètres. Le premier paramètre qui est ici, d'accord, vous lui passez l'indice de la ligne. Donc, est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Et on peut faire d'autres lignes. Vous lui stipulez ici en Y où se situe la ligne en Y. D'accord? Et là, vous n'oubliez pas, on a mémorisé une petite variable qui s'appelle YP tout à l'heure. Et le type de ligne que vous voulez. Est-ce que c'est une ligne de bleu, une ligne de bloc rouge, une ligne de bloc jaune, etc. Que va-t-elle faire? Elle va parcourir les colonnes et à chaque indice de la colonne, elle va y placer un nouveau bloc, tout simplement. Mais attention, les blocs, pour les construire, il faut lui placer le X, le Y et le type. Que fait-on? Donc on parcourt toutes les colonnes. On va de 0 jusqu'à un nombre de colonnes. Et pour l'indice que je reçois en row, donc l'indice de la ligne, ici row, il va de 0 à la colonne, je parcours bien mon tableau à 2 dimensions. Et à l'indice 0, je vais mettre un bloc 0, à l'indice 1, je vais mettre un bloc 1, etc., etc. Il y aura autant de blocs que de colonnes. Mais les blocs, on va les positionner de façon dynamique. En effet, il faut lui passer en X l'endroit où il est en X. Mais le X, dépend de I. Donc pour I égale à 0, on va le positionner à X égale à 0. Pour I égale 1, on va le positionner où? On va mettre I égale 1 fois la largeur du bloc fois 2. N'oubliez pas, on a un bloc, un vide, un bloc, un vide. Donc le bloc à l'indice 1 sera décalé vers la droite, etc., etc., etc. Et on reçoit la position Y, eh bien on positionne directement Y. Et le type, on lui donne le type. Donc grâce à ma petite méthode, je construis ainsi une ligne du bloc que je désire. Soit du bleu, soit du rouge, soit du jaune, etc. Donc retournons dans le createGrid, ici, et je vais construire mes 4 lignes. Donc je vais commencer par R égale à 0, donc c'est ma ligne 0. Qu'est-ce que je fais? J'appelle ma méthode createRow. Alors j'aurais pu faire ici une boucle, hein. Non, c'est un peu... Voilà, c'est pas terriblement bien programmé ça, mais c'est juste pour vous compreniez un peu les choses. On aurait pu faire une double boucle, une boucle qui parcourt les lignes, une boucle qui parcourt les colonnes. Donc ici, bon, on l'a fait à la main, mais ça aurait été plus joli de le faire avec une boucle. Bon, résumons. Donc je pars avec ma ligne 0, donc R égale à 0. C'est une variable interne, hein, ici, let. Donc je vais créer ma première ligne en 0. Je lui passe le Y, donc qui par définition vaut 50 pixels ici. Donc ma première ligne, c'est une ligne qui commence à l'indice 0 en R, donc évidemment c'est ma première ligne en indice 0. Je la positionne à 50 pixels en Y, et je dis que c'est une ligne bleue. En sortant de cette fonction-là, votre tableau à 2 dimensions, à l'indice 0, possède maintenant un certain nombre de blocs pour y représenter par rapport aux colonnes. Ensuite, je me décale vers le bas, donc je sors 50 pixels plus loin, donc je fais 10.y égale 10.y plus 50 pixels. J'incrémente le R, parce que maintenant je vais passer à la ligne numéro 1, on est allé à la ligne 0, on passe à la ligne 1, et je vais créer une nouvelle ligne, donc createRow, on lui passe le R, donc R maintenant vaut 1, on lui passe le Y vaut maintenant 100 pixels, parce qu'on était à 50, on passe à 100 pixels, et on fait une ligne de vert. On a compris, on fait maintenant une nouvelle ligne, on le met à 50 pixels plus bas, on incrémente le R, c'est la prochaine ligne, on lui passe le R, on lui passe le Y, et maintenant c'est une ligne de bloc rouge. Et vous avez compris, on va faire une ligne de bloc jaune. Je viens ainsi de faire mes 4 lignes, bleu, vert, rouge, jaune. D'accord les amis? Alors à un moment donné, quand tous les blocs seront touchés, il faudra repartir avec une nouvelle matrice. Alors, on ne va pas créer une nouvelle matrice. Que faut-il faire? Eh bien, il faut juste dire qu'au bloc qui était touché, qu'il passe maintenant en visible. C'est le propos de ma petite méthode qui s'appelle NewWave. Donc, on va détecter que la matrice a été détruite. Et quand on va détecter ça, on va lui dire, maintenant, comme tu as été
totalement détruit, tu as gagné bonus, on peut lui mettre des bonus en plus, bah maintenant remets-toi à jour par rapport aux blocs, rends-les visibles pour qu'ils apparaissent à nouveau à l'écran pour qu'on puisse à nouveau pouvoir les toucher. Donc il y a une double boucle, hein, c'est une matrice, donc on a des lignes et des colonnes, on va une double boucle, on va parcourir tous les blocs de cette matrice et on va les repositionner à l'état visible. C'est le propos de ma méthode New Wave. Donc New Wave, c'est de relancer une nouvelle vague. Donc regardez comment c'est très simplement à faire. Il y a deux boucles imbriquées. Ma première boucle avec la variable j, j de 0 au nombre de lignes, d'accord? Et après, pour chaque ligne, je parcours pour i égale à 0 jusqu'au nombre de colonnes. Et pour chaque bloc, j et i, donc j, rho, donc les lignes, i, donc les cols, pour chaque ligne et pour chaque colonne, son état, mais qui du bloc, est passé en état visible. À un moment donné, il faut savoir si la matrice est totalement détruite. Pourquoi? Bon, je vous dis, on peut gagner des points, on peut mettre une animation, etc. Alors, comment savoir que la matrice est totalement détruite? Bah, c'est très simple. Si tous les blocs ont un état de touched, bah, forcément, la matrice est détruite. Alors, on va faire autrement. On va tester autrement. On va dire que si, dans un matrice, il y a au moins un bloc qui n'est pas touched, eh bien, la matrice n'est pas détruite. C'est le propos de la petite méthode isMatriceDestroy. Donc, on va tester si la matrice est totalement détruite ou pas. Comment? On refait une double boucle. On va parcourir le double tableau et en ligne et en colonne. Donc je fais une boucle de 0 jusqu'au nombre de lignes. À l'intérieur, je fais une boucle interne de i égale à 0 au nombre de colonnes. Je parcours tous mes indices en j et en i. Et je regarde si par malheur ou si par bonheur, il y a un bloc qui est visible. Si un bloc est visible, eh bien vous retournez à la méthode false. Non, la matrice n'est pas détruite. Ou bien... si on a fait tous les blocs, il y a que tous les blocs n'ont pas, il n'y en a pas un qui a été visible, donc ils sont tous détruits, ils sont tous touchés, et là vous renvoyez trou. D'accord? Alors c'est quoi cette triple égalité? Eh bien tout simplement, on va regarder si alors si on fait ceci, si on fait une double égalité, c'est-à-dire qu'on regarde que l'état du bloc égale visible. Quand on fait en JavaScript une triple égalité, on regarde en même temps que la variable à droite et la variable à gauche sont de même nature. Donc ça, le contenu de la variable gauche égale le contenu de la variable droite. D'accord? Donc dans la variable state qui appartient au bloc, il y a écrit le mot visible, ou la variable visible. Eh bien, on va aller un peu plus loin. On va regarder que effectivement, c'est pas un entier, c'est bien une chaîne de caractères. Donc, soit vous mettez double égal, soit vous mettez triple égal, ça ne changera pas le résultat. D'accord? Donc la triple égalité, on regarde en plus que la nature que ce qui est à gauche est la même nature que ce qui est à droite. Donc à gauche, on s'attend à ce que ce qui est à droite ait une chaîne de caractères. Tout simplement. Donc grâce à ma petite méthode isMatriceDestroy, je peux savoir si la matrice est totalement détruite, et donc je pourrais remettre les choses en place via la New Wave, donc la méthode qui est au-dessus. Mais ce que j'ai fait, alors j'aurais pu parcourir tous les blocs et voir si tous étaient touchés, mais en fait je fais autrement. S'il y en a un qui est visible, eh bien la matrice n'est pas détruite. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pas visible, enfin un qui soit visible, pardon, je bafouille. Il faut que dans ma matrice, il y en ait un qui soit visible pour que ma matrice ne soit pas détruite. Je renvoie false, il n'y a pas besoin de parcourir les autres. Hein, on sort directement du résultat, on dit bah non, la matrice n'est pas détruite. Return false. Ou si tous les blocs, il n'y en a pas un seul qui est visible, ils sont tous touched, et ben on renvoie true. D'accord? Alors, une méthode qui est très 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 importante, eh bien c'est la collision entre la balle et le bloc. Alors j'aurais pu mettre en référence dans ma matrice une référence de la balle. Mais la balle, on a l'utilisation ici uniquement pour voir si la collision. Donc le plus simple, c'est de passer à la méthode collide. Alors on crée une méthode, hein, bien sûr, collide balle. Donc c'est clair. On regarde s'il y a une collision entre la matrice qui contient les blocs et la balle. Et on reçoit en argument de cette méthode uniquement la référence de la balle. Donc soit vous passez la référence de la balle dans le constructeur, vous le mémorisez quelque part, vous dites 10.balle égale balle, ou bien vous lui passez directement l'argument balle au moment où vous regardez si le test de la collision entre les matrices, enfin la matrice qui contient les blocs et la balle. Donc ce que j'ai choisi ici. Donc je passe directement dans ma fonction collideBall. Donc à un moment où je vais regarder s'il y a une collision entre ma matrice qui contient les blocs et la balle, je lui passe directement la référence de ma balle. Que faut-il faire? Il faut encore une fois parcourir le tableau de lignes, parcourir le tableau en colonne, récupérer le bloc qui correspond à l'indice I et J, et regarder son état. C'est ce qu'on fait ici. Donc on parcourt le tableau, for J de 0 au nombre de lignes, J++, on double boucle, for I égalant de 0 au nombre de colonnes, et bien ici, dans ma variable item, je récupère le bloc en ligne
J et en colonne I. D'accord? Donc dans item, vous avez le bloc qui est positionné en ligne J en colonne I. Quel est l'état? Donc déjà, premièrement, il y a collision si et seulement si le bloc est visible. Je ne peux pas toucher un bloc qui est touché. Donc premièrement, il faut regarder si l'état est visible. Deuxièmement, il faut regarder si la balle bouge. Alors, c'est juste pour éviter des petits soucis en cas où. D'accord? Si vous mettez plusieurs lignes, il peut arriver que la balle touche le bloc alors que la balle n'est pas en mouvement. Donc c'est juste un test pour être sûr que tout se passe normalement. Donc il faut que le bloc soit visible et que la balle soit en mouvement. Si c'est le cas, si ces deux conditions sont respectées, que le bloc est visible et que la balle est en mouvement, eh bien je regarde s'il y a collision, tout simplement. Donc si l'état de l'item c'est quoi? C'est le bloc que j'ai récupéré du J et du I, égale visible en chaîne de caractères, et que la balle, son état, c'est move, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde s'il y a collision entre la balle et l'item. Tout simplement en faisant if, ball, collides, item, oui ou non. Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dis à l'item, bah, tu étais touché, malheureusement. C'est comme ça la vie. Et la balle, maintenant, va rebondir. Et pour qu'elle rebondisse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut inverser les vitesses en X et vitesse en Y. Eh bien, ce que je fais ball.remove X, donc il change la vitesse en X, ball.remove Y, il change la vitesse en Y. Il y a donc rebond par rapport au bloc qui a été touché. D'accord? Et je n'ai pas besoin de tester les autres blocs. Je fais juste return. Le premier bloc qui a été touché, c'est le premier bloc qui sera touché. Hein, donc la balle ne va pas toucher plusieurs blocs. Elle ne pourra toucher que un bloc. Donc le premier bloc qu'elle touche, il est détruit. Ensuite, on sort de la fonction. On n'a pas besoin d'aller tester les autres blocs. Un bloc a été touché. Ok, on sort. On voit maintenant la prochaine fois, au prochain frame. Donc, on reprend les amis pour le collide ball. Donc, collide ball va recevoir en argument la balle. D'accord? Donc une référence de la balle. On aurait pu mettre cette référence tout à fait dans le constructeur. Tout à fait. On aurait pu mettre dans le constructeur, on lui passe la référence de la balle, la matrice memory set dans une variable, et après il utilise ici dans la fonction collideball. Mais on peut faire autrement. On peut lui passer directement la référence de la balle dans collideball. On va parcourir toute la matrice, et en ligne et en colonne. On récupère le bloc pour une référence donnée, donc pour un ligne IJ pour une colonne I. Et maintenant, on regarde la collision possible entre la balle et le fameux bloc. Si c'est collision, on dit au bloc, tu as été touché. De fait, il va passer son état en touched, il ne sera plus visible à l'écran. D'accord? Peut-être qu'on aura le bloc de collision si on l'a laissé. La balle doit rebondir, n'oubliez pas que la balle doit rebondir, donc on inverse la vitesse en X, la vitesse en Y. Et après, on mettra d'autres choses, on mettra du score en route, et on fera des sons d'animation. Et pour l'affichage, c'est très simple encore une fois, et enfin encore une boucle, et enfin encore une boucle interne. Donc on va parcourir toute la matrice, et en ligne, et en colonne, et on prend, donc c'est ce que je fais ici, hein, je parcours une fois la ligne, ici je parcours toutes mes colonnes, et pour chaque bloc qui correspond à une ligne J, à une colonne I, d'accord, eh bien je dis à l'item, eh bien l'item, si tu existes, d'accord, si tu existes. Alors, pourquoi on fait ça? Imaginez que votre tableau a été mal dimensionné, a été mal calculé, enfin vous avez des indices qui ne sont pas bons par rapport à IJ, vous vous trompez, vous faites IJ, JI, enfin bref. Donc on regarde s'il y a, en fait, il y a un bloc, tout simplement. Donc c'est pour éviter d'avoir des petits problèmes d'affichage. Là, mon bloc, est-ce qu'il existe ou pas? S'il existe, tu t'affiches. Si tu n'existes pas, bah, il ne s'affichera pas. Donc s'il existe, je lui dis que le bloc JI, donc là j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire item égale render, mais c'est pour montrer, voilà, on peut faire autre chose. Façon de faire. Donc si des blocs existent, eh bien le bloc qui est à l'indice JI, bah render, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on doit obtenir à l'écran? Eh bien d'abord on doit obtenir 4 rangées de blocs définies par couleur, une balle qui va se mettre en mouvement, et ensuite il faut qu'on détecte maintenant si la balle est en collision avec les blocs. Et ça, qui va le faire? Eh bien le game stage. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Eh bien, ouvrons notre fichier GameStage. En tout premier lieu, il faut faire des imports. On a besoin d'importer la matrice pour la visualiser. Donc c'est ce qu'on fait ici, on fait bien un import, colibraces, matrice, from matrice.js. Et maintenant, il faut la créer, cette matrice. Donc dans le constructeur de GameStage, je vais créer ici ma matrice. 10.matrice avec un petit m égale new, grand matrice, et vous lui passez quoi? La largeur de votre fenêtre. Tout simplement. Tout simplement. On vient de construire ici la matrice. La matrice va construire les différents blocs. C'est un tableau à dimension. Elle va faire des blocs bleus, elle va faire des blocs rouges, etc. On n'a pas besoin de stipuler autre chose. D'accord? Donc en enter, il n'y a rien à faire. En exit, il n'y a rien à faire. Dans l'update, dans l'update, si, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va regarder maintenant s'il y a eu, à un moment donné, la balle bouge ici. Donc là, on fait bouger la balle. On fait bouger le paddle. Et maintenant, on va regarder que si
il y a eu collision entre la balle et la matrice. Qu'est-ce qu'elle s'attend? Elle s'attend à ce qu'on lui passe une méthode, donc 10.matrice, possède une méthode qui s'appelle collide ball, et elle attend quoi? Elle attend une référence de la balle, c'est ce que je lui passe directement. Je lui passe 10.ball. Donc ne faites pas ceci, ça ne marchera pas. Ball doit être la référence de la balle. Et pour dire qu'on a une référence qui appartient à un game stage, on stipule via le 10. 10.ball est une variable qui est contenue dans le game stage. Et c'est donc la balle. Donc qu'est-ce que je fais ici? Eh bien je teste s'il y a une collision entre la matrice et la balle. Tout simplement. Et puis à un moment donné, à la fin de mon frame, je vais regarder si ma matrice est détruite. Alors si la matrice est détruite, que va-t-il faire? D'abord, il faut remettre la balle en verrou. C'est beaucoup plus simple. Donc quand on a détruit une matrice entière, on remet la balle en verrou. Donc elle revient sur le paddle, elle est verrouillée au paddle, et on dit à la matrice, eh bien matrice, tu as été détruite entièrement, remets-toi une nouvelle vague, new wave. C'est ce qu'on fait dans cette fonction. Donc if, si 10 matrice, cette matrice is matrice destroy, donc est-ce que c'est une matrice qui a été totalement détruite? Si c'est le cas, 10ball.state, repassant locate, donc son état est devenu maintenant locate, c'est bien une affectation, il y a un simple égal, pas un double égal, un simple égal, c'est une affectation. On change l'état de la balle, donc 10.ball.state égale un simple égal, locate, ne vous mettez pas double égal, c'est pas une condition, c'est une affectation. Et on dit à la matrice, eh bien refais-toi un new wave. Et dans le render, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut afficher la matrice, donc 10.matrice.render, et bien sûr, on lui passe le contexte graphique. Eh bien, mes chers amis, on doit maintenant avoir une matrice de bleu, une matrice qui contient des blocs bleus, des blocs rouges, des blocs. La balle va se déplacer, et grâce au test qu'on a fait ici dans l'update, on regarde s'il y a eu collision entre la matrice et la balle. Donc, vous vous souvenez, quand la balle touche le bloc passant touched, la balle rebondit, d'accord? Ensuite, il faudra mettre les points en marche, mais ça, on fera ça plus tard. Et la balle rebondissant, et si la matrice est totalement détruite, eh bien, on fait une nouvelle vague. D'accord? Donc, lançant le résultat, vous avez ici une matrice bleue, une matrice de bloc bleu, une matrice de bloc vert, rouge et jaune. On voit autour de chaque bloc le rectangle de collision. On a fait des inflates, on l'a réduit de 5 pixels selon les X, 5 pixels devant Y. Donc quand la balle va venir toucher un bloc, on est sûr que c'est bien ce bloc-là qui a été touché. D'accord? Donc la balle est bien en mouvement. Je libère la balle touche le bloc. La balle touche le bloc. Allez, on va essayer de la faire monter un peu plus haut. Pof, pof. Donc chaque fois qu'elle touche un bloc, le bloc disparaît et il rebond. Donc l'idée c'est de la faire monter très très haut pour qu'elle reste comme ça figée à casser des blocs. Voilà, donc vous voyez, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Il y a juste le petit tableau à 2 dimensions qui peut vous poser des petits soucis. Et bien la prochaine fois, on mettra des animations sonores à ce jeu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.